Toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour débriefer d'un match qui nous a fait énormément plaisir, je pense, à nous tous, supporters de l'OGC Nice. Forcément, bon, on a une personne parmi nous qui est un peu plus déçue, mais bon, c'est le lot aussi des grandes équipes. Le mec s'enflamme un peu trop. Mais voilà, ça fait plaisir de parler de l'OGC Nice, de football cette fois-ci et d'un superbe match clôturé par un score historique, j'ai envie de dire, de 6 buts à 1 contre le Montpellier Hero Sporting Club. Pour débriefer de ce match et évoquer également d'autres sujets, on parlera naturellement en introduction du départ de Mario Lemina. Et également, alors de l'info, ça vient de tomber là tout juste par Auxerre que je salue, apparemment un accord trouvé entre Nantes et Nice pour Andy Delors. Bon, on verra si c'est confirmé ou pas par d'autres médias pendant l'émission, mais on est sur du live, hein, là clairement. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hugo qui fait son retour dans le Club Pancho. Salut Hugo, comment vas-tu? Bah, ça va super, salut à tous. Heureux de débriefer le premier match de notre route vers la remontada vers le titre, pourquoi pas. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir d'enfin voir un match de football abouti de A à Z avec des buts. Bref, que du plaisir. Il est là aussi pour partager le plaisir de nous tous, hein. Il avait annoncé un 4-3-3 dans le dispositif. Il avait annoncé le retour de Thuram à son poste et une belle performance. C'est Bertigno. Salut Bertigno, comment vas-tu? Salut à tous, bah, ça va super. Après une victoire comme ça peut que aller. Donc, hâte de débriefer ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à un match comme ça. Effectivement, ça se compte peut-être même en années, quoique le dernier grand match de l'OGC Nice, à mon sens, c'est le match de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Depuis, ça a été quand même compliqué. Il est un peu plus triste, mais je pense tout aussi ravi d'être avec nous ce soir. Représentant de Montpellier, j'ai nommé Julien. Comment ça va, Julien? Mais ça va, écoute, on espère que ça ira mieux dimanche après une victoire contre Nantes pour effacer tout ça. Quelle honte de te demander comment tu vas après cette déculottée, vraiment. C'est, Mais je suis très heureux de revenir pour la troisième fois dans le Pancho Club. Ouais, c'est ça. Tu t'es venu l'année dernière pour une victoire de Montpellier, pour un match nul aussi. Là, il fallait forcément une victoire de l'OGC Nice pour ta troisième. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'émission. Messieurs, avant de passer au match, je salue voilà, Auxerre que j'ai déjà mentionné, Nono, Alex aussi qui sont là ce soir. Déjà une première information, une officialisation, on la sentait venir ces derniers jours. Ça a été confirmé le dernier match hier soir de Mario Lemina sous les couleurs de l'OGC Nice. Mario Lemina qui était en fin de contrat en 2024, il lui restait donc un an et demi de contrat, 29 ans. Un transfert donc à Wolverhampton pour une dizaine de millions d'euros. Bon, c'est confirmé. Mario Lemina, clairement, depuis le début de saison, c'est top 3. Voilà, et c'est peut-être pas troisième avec Dante Todibo. C'est un des rares qui a donné satisfaction dans la durée, dans la régularité de ses performances, qui a aussi été décisif, hein. C'est lui qui marque ce deuxième but contre le Partizan Belgrade, je crois, oui c'est ça, en Conference League. Bertigno, on le sentait venir. C'est une bonne vente, on va pas se le cacher. 10 millions d'euros pour un joueur de 29 ans qui reste un an et demi de contrat. Mais honnêtement, ça met quand même un petit goût amer, non, pour ce mercato hivernal de perdre un joueur aussi important pour l'OGC Nice. Ah, c'est un des rares joueurs qui a donné satisfaction dans la première partie de saison. Donc, c'est sûr que c'est toujours dommage de perdre un leader sur le terrain et un leader dans le vestiaire. Maintenant, c'est les aléas du foot. On paye encore une gestion catastrophique de nos dirigeants l'été dernier avec son départ. Donc, bon, c'est comme ça. On espère qu'il va être remplacé, qu'on va savoir le remplacer comme il faut avec ce qu'on a au club et potentiellement une recrue. Et puis voilà, c'est des aléas, c'est comme ça. Le GC Nice devait vendre aussi dans le cadre du fair play financier à un moment donné, Mm. entre Lemina et Delors. Donc c'est logique, triste, mais pas illogique dans la logique sportive du gym. Effectivement, on voit que Florent Ghisolfi souhaite se séparer également d'Andy Delors. On y reviendra juste après. Il y a ce départ là, c'est clair, c'est une bonne vente, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais Hugo, ça fait mal aussi pour le vestiaire. On voit dans les Zap Gym, dans les nombreuses vidéos, on va dire inside, que c'est un joueur qui est apprécié,
dans le vestiaire, très proche d'un joueur comme J.C. Todibo, dans le club. Honnêtement, autant sportivement qu'humainement, on perd un de nos leaders. Maintenant, est-ce que on laisserait pas aussi le bénéfice du doute au choix fait par Ghisolfi? Ouais, moi je trouve que c'est un choix plutôt risqué parce que au début, moi je pensais que c'était le joueur qui voulait rejoindre la première ligue et à ce moment-là, tu peux rien faire. Si l'appel de la première ligue, ça concerne tous les clubs, tous les joueurs, tout le monde a envie d'y jouer. Mais depuis hier, ce qui ressort dans les articles, c'est que c'est plutôt Gisolfi et le board niçois qui le poussent vers la sortie, mais aimerait bien. Apparemment, il n'incarnerait pas l'avenir. Et on voit, c'est aussi lié, par exemple, au Candie de l'Or. Donc c'est risqué, surtout qu'apparemment, on ne compterait pas le remplacer, si les informations, je crois, de l'équipe ou de RMC sont bonnes, pour laisser la place à des BKBK, des Rosario, par exemple. Donc je trouve ça très risqué de, entre guillemets, rusher son départ au mercato d'hiver, alors qu'apparemment, le joueur ne demandait pas non plus une prolongation, donc on aurait pu très bien le voir les chemins se séparer plutôt à l'été, plutôt que là où c'est quand même ton meilleur joueur, au moins au niveau de l'attitude. Donc ouais, je trouve ça assez risqué de Mm. faire ça comme ça, un petit peu entre guillemets à l'arrache au mercato d'hiver. Ouais, tu fais bien de souligner que vraisemblablement, alors je dis bien vraisemblablement, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas une volonté du joueur que de quitter l'OGC Nice. Il n'aurait pas formulé de demande par rapport à une valorisation, une revalorisation salariale. C'est ça qui, à mon sens, met un peu voilà, ce goût amer par rapport au transfert. C'est-à-dire que oui, pour un départ, mais si le joueur le souhaite aussi, si on lui force un peu la main pour qu'il parte, pour renflouer un peu les caisses, parce qu'on n'a pas été capable de faire mieux et de valoriser mieux nos joueurs que ça, ben ça pose quand même un peu problème. Julien, toi de l'extérieur, alors bon, je me doute que tu suis pas aussi assidûment que nous les matchs de l'OGC Nice, mais comment est-ce qu'on pourrait comparer ça? Bah, j'ai pas envie de dire départ d'Andy Delors l'été dernier, mais clairement, Mario Lemina, c'était le vice-capitaine de l'OGC Nice, c'est un joueur qui a porté le brassard cette saison. Il semblait attaché au club. Honnêtement, bon, je sais pas enfin, je sais pas dans quel état d'esprit est le joueur, et j'espère qu'il a accepté cette situation et que les deux, on va dire, que le club et le joueur se sont séparés en bons termes. C'est tout ce que je souhaite pour le joueur et pour le club. Mais comme l'a souligné Bertigno, une gestion catastrophique cet été, tu récoltes encore les fruits 6 mois après. Toi, Julien, juste voilà, peut-être ton ressenti par rapport aux joueurs et au deal en termes voilà, plus regard extérieur. Mais moi, je m'interroge un petit peu sur le joueur parce que, bon, on parlera du cas de l'or plus tard, évidemment, tu l'as dit. Mais pour moi, il avait un petit peu cette image de mercenaire, un mec qui a déjà bourlingué dans pas mal de clubs alors qu'il n'est pas le plus. Voilà, il n'a pas 35 ans, mais il a déjà 5 ou 6 clubs, enfin 6 ou 7 clubs même, je crois. Donc, à quel âge il a? 29 ans, c'est ça? 29 ans, ouais. 29, ouais. 29 ans, donc il donnait un petit peu cette image-là un peu de mercenaire avec des problèmes aussi en équipe du Gabon, de primes, voilà. Donc, bon, on n'a jamais toujours les tenants et les aboutissants d'un départ. Je me pose un peu des questions. Après, sportivement, c'était un bon numéro 6. Bon, je pense que Nice a peut-être quand même du matos pour le remplacer. Peut-être qu'un Aaron Ramsey peut redescendre un petit peu plus bas. Peut-être qu'il y a justement des solutions avec Rosario ou BKBK. Bon, il avait fait un bon début de saison, donc c'est vrai que c'est dommage et un peu surprenant, mais il doit y avoir, comme vous dites, une raison financière là-dessus. Peut-être maintenant, Wolverhampton, on peut se questionner aussi sur le choix. Alors, loin de moi l'idée de remettre en cause l'attractivité de la première ligue, hein. On sait que c'est un championnat qui est hors sol par rapport aux autres championnats européens, mais Wolverhampton aujourd'hui, c'est 14 points en PL, c'est 19e du championnat. Honnêtement, on sait qu'ils vont aligner les millions, ça ils savent le faire, mais sportivement, Bertigno, tu arrives en cours de saison, tu connais peut-être certains joueurs, mais tu connais pas le coach, tu connais peu de choses. Tu arrives ça ressemble un peu au Bourbier, non ce deal? Ça peut ressembler au Bourbier, du moins. C'est
très compliqué pour un joueur d'arriver dans ce contexte-là, je pense. Même si, bon, il a de l'expérience derrière lui, il a déjà fait plusieurs clubs dans toute l'Europe, mais c'est vrai que c'est un contexte pas simple à gérer. Et enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à y voir du positif pour lui. Après, c'est pareil, la première ligue, il n'y a pas vraiment de logique, hein. Bah, je crois que Wolverhampton, c'est eux qui ont lâché 50 millions sur Cunha de l'Atlético Madrid. Donc, Mm. voilà, pareil, lui qui quitte l'Atlético pour aller Qui était finir même pas 19e titulaire de à première l'Atlético. ligue. Ouais, donc bon, il y a pas de logique sportive, je pense, à ce stade-là. Bon, en tout cas, je la vois pas très clairement. Alors effectivement, on en parlait dans la dernière émission, Bertigno, je vais donner la parole Hugo, mais et je vais te poser une question. Demain, on te dit que Ait Nouré arrive à l'OGC Nice, non pas sous forme de prêt, mais sous forme de transfert. Est-ce que ça permet de passer un peu la pommade sur le départ de Lemina? Pour moi, oui, je pense, parce que autant dans l'attitude et dans l'état d'esprit, Lemina, c'était vraiment top top dans notre effectif. Et footballistiquement, sans dire que sans rabaisser son niveau, mais il n'avait pas un niveau footballistique vraiment top top, quoi. C'est avec le ballon, c'est pas incroyable non plus. Et on a des joueurs qui, techniquement, sont censés être des joueurs de ballon, comme des BKBK, des Rarechile, qui vont peut-être pouvoir s'exprimer. C'est plus pour moi au niveau de l'état d'esprit et de la vie de vestiaire que je trouve ça risqué de changer ça maintenant. Parce que les Mina, ils te donnaient des garanties, alors que les joueurs qui vont potentiellement le remplacer au sein de l'effectif ne t'en donnent pas. Et après, Ait Nouri, tu récupères quand même un très bon prospect à un poste sinistré chez nous depuis des années. Donc, où je pense que là où c'est vraiment la priorité de ce mercato, c'est ce poste-là, parce que ça fait des mercatos et des mercatos qu'on ne comble pas cette brèche. Donc oui, pour moi, ça passerait quand même bien la pommade sur ce transfert, qui, je pense, dans l'attitude, peut nous faire mal, mais footballistiquement, je pense qu'on s'en remettra. Alors, juste une petite information par rapport à Ait Nouri. En fouillant un peu sur Twitter, j'ai vu qu'il avait été élu meilleur joueur d'un média qui traite de l'actualité de Wolverhampton du mois de décembre. Ou, ouais, du mois de décembre, du mois qui vient de se terminer. Aujourd'hui, concrètement, ça paraît difficilement imaginable de se séparer aussi d'un joueur qui sportivement paraît être dans une bonne forme avec son club. Maintenant, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises et peut-être qu'effectivement, comme tu le supposais, Bertigno, le deal avec Lemina sous-entend aussi qu'il y aura on va dire un échange de services avec Aïnouri. Parenthèse fermée sur Mario Lemina, on sort les crocs, on aiguise les couteaux. Cette fois-ci, on va parler d'Andy Delors. Andy Delors qui, alors, j'ai pas vu le tweet, mais je fais confiance aux personnes qui sont sur le chat, qui vraisemblablement auraient trouvé un accord avec le FC Nantes sous la forme d'un prêt. Alors honnêtement, si ça se fait, enfin bon, c'est un sketch absolu. J'espère qu'ils prennent 100% du salaire par Ouais. contre. Parce que là, franchement, si on le prête et qu'ils prennent moins de 100%, bah c'est une escroquerie absolue. Euh, Andy Delors qui hier soir est rentré en cours de jeu, qui a été passeur, qui a été buteur, qui a montré que il avait, on va dire, rien perdu du joueur de ballon qu'il était il y a quelques semaines. Maintenant, il semble sur le départ, ça semble très très concret, ça semble rester en France aussi. Bon, vous voyez effectivement, accord Nice-Nantes éminent, fait sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Bon, par Mohamed Toubache sur Twitter. Alors, on peut être en accord ou pas avec ce tweetos. Peut-être Bertigno, toi, Et il est très proche de Delors. il est très proche de Delors comme il est très proche de TJ Savanier. C'est lui qui avait annoncé la prolongation l'été dernier de TJ Savanier. Il y a beaucoup de gens qui le descendent sur Twitter. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des infos qui étaient... Alors, je sais qu'on est aussi en présence de... Julien en avait parlé en plus sur Twitter par rapport Bon, alors déjà, Bertigno par rapport au deal Delors-Nantes. Et après, Julien, je te donne peut-être la parole sur Mohamed Toubache et Andy Delors. Ouais, bah, sur le deal, bah,
je vois pas trop l'intérêt de faire un prêt avec option d'achat obligatoire. Pour Nantes, c'est juste repousser l'échéance un peu plus loin, mais bon, après, pour Nice, on va dire que c'est une bonne chose. Ça t'assure un revenu transfert dans les prochains mois. Tu te sépares d'un joueur qui, ces derniers temps, était peut-être plus impliqué dans le projet ou du moins voulait partir. Donc, euh, donc non, j'ai l'impression que là, Nice, on est gagnant. Pareil, il faudra quand même penser à le remplacer parce que si Laborde se blesse à un moment donné, bah, devant, t'es un petit peu tout nu. Donc, va falloir penser à ça, mais bah, le deal me paraît cohérent. Après, il faut voir aussi la hauteur de l'option d'achat, Exactement. parce que si on parle de 1 million ou de 10, c'est pas pareil. Alors Romain nous dit, malgré le super match d'hier, la tournure du mercato reste très inquiétante. On perd quand même 2 cadres en pleine saison. Hugo, c'est un peu ça enfin, c'est un peu le- l'élément qui pose aussi question, mais qui est vraisemblablement et certainement aussi une volonté de Florent Ghisolfi. Voilà. Comment tu ressens un peu cette situation? Est-ce que tu es plus d'avis, voilà, on lui fait confiance, quitte à que ce soit étonnant slash inquiétant, Delors qui reste en France, à Nantes, sportivement qui va... Est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut jouer en Europe avec Nantes? Je pense que oui, normalement. Hum, je Il y en a crois, pas mais mal je de suis pas sûr. transferts en cours, les transferts qui sont l'hiver et après les joueurs. Ah mais Ouais, je pense que c'est il a probable. déjà joué en Europe avec nous. Je crois que la règle, c'est si tu as fait 3 clubs, non? Donc tu peux pas. Hmm. Après, Parce qu'il y a est-ce que les c'est les listes enfin, changent, ouais, les listes changent à partir des 8e et des 16e, il me semble. C'est ouais. pour ça que Mais il nous, y a Ross aussi, Barkley va est-ce que être c'est la intégré. même compétition ou pas, quoi? Ouais, Là, j'avoue que gros ouais, point bonne question. d'interrogation là-dessus. Mais ouais, Parce que je pense que surtout pour cette double confrontation pour la contre la Juve, sans doute, non? Parce que sportivement, je vois pas vraiment son intérêt, sans manquer de respect à nos amis nantais qui nous ont tapé en finale de Coupe de France l'année dernière. Mais je vois pas l'intérêt d'aller chez un club qui va encore moins bien que nous, qui n'allons déjà pas très bien, en tout cas en championnat. Mais sinon, oui, pour revenir à ce que tu disais sur la politique de Ghisolfi, je trouve ça, sur le cas de l'or, c'est pas pareil parce qu'apparemment il veut partir et hmm, autant le faire partir pour pas qu'il pourrisse le vestiaire. Mais je trouve ça risqué dans le sens où apparemment il nous fait avec Lemina et Delors, il veut entre guillemets «mettre dehors» les joueurs âgés, ce qui moi «m'inquiète» entre guillemets ou pas sur la prolongation de future ou pas de Dante. Je pense pas qu'il rejouera une saison de plus et j'ai un peu peur qu'il nous refasse entre guillemets «une Fournier bis» à nous prendre que des jeunes à fort potentiel et qu'on revienne aux problèmes qu'on avait il y a 4 5 ans. Où on avait que des jeunes sans, cadre, pour les encadrer. Alors pour Delors, autant, ce rôle de cadre, je pense que, bah, vu son attitude, il l'avait pas, mais Lemina, par exemple, avait ce rôle de cadre qui pouvait justement permettre aux autres joueurs de se relâcher, de progresser à côté. Donc, à surveiller cette politique, de Florent Ghisolfi, voir si ça se confirme sur d'autres cas et voilà. ok. Alors Julien, deux questions. Alors on va pas s'éterniser sur Mohamed Toubache. L'idée c'est pas de remuer un peu le caca des dernières saisons avec Montpellier. Mais fiable selon toi par rapport à Delors ou pas? Alors, c'est quelqu'un qui a des contacts avec certains joueurs, avec Boudebouz, avec Delors. Sur Delors, il est probablement bien informé, donc c'est probablement fiable. Après, bon, c'est quelqu'un qui balance beaucoup d'infos, du vrai, du faux. Je pense aussi que il y a peut-être certains agents qui profitent de lui pour balancer des rumeurs, pour faire monter des enchères et pour truquer un peu les trucs. Euh, pour Savanier, il avait annoncé la prolongation, mais il avait annoncé 6 mois avant et cette prolongation n'arrivait pas. Et il y a eu, voilà, je pense qu'il s'est beaucoup avancé sur la prolongation de Savanier, prolongation qui a vraiment duré avec le président Nicolin qui a beaucoup douté de l'issue finale. Hmm. Voilà, donc vu que c'est de l'or, je dirais qu'il y a de fortes chances que ce soit vrai. Sur d'autres infos, on a connu de tout et n'importe quoi.
Voilà, la parenthèse est terminée, fermée. Sur le cas de Delors, ben, c'est un peu incompréhensible sportivement parce que quitter Nice qui est mieux classé que Nantes, quitter Nice qui est quand même mieux armé que Nantes pour aller chercher quelque chose, euh, voilà, que ce soit enfin, en championnat. Bon, c'est vraiment surprenant, mais ça me surprend plus de venant de Delors. Parce que ben voilà, je regardais un petit peu avant. Ben, s'il signe à Nantes, ce sera son 11e club dans sa carrière à 31 ans. Voilà. Et puis, ça a toujours, il y a eu beaucoup de conflits avec les clubs, il y a eu beaucoup de choses qui ont mené à ses départs et il n'est pas aimé dans beaucoup de clubs dans lesquels il est passé, dont Montpellier, où pourtant il a quand même brillé à Montpellier parce qu'il a mis entre 40 et 50 buts, donc ce qui n'est pas Puis, négligeable. et puis un bon nombre de passes décisives aussi. Et un bon nombre de passes décisives. Non, sportivement, de toute façon, Delors aura réussi pleinement son passage à Montpellier et c'est probablement la meilleure partie de sa carrière. Mm. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à dépasser les 13-14 buts par saison. Et avec Montpellier, il a réussi à les dépasser. Il a signé chez nous dans le club de sa région, un club qu'il aimait, parce qu'il est originaire de Sète. Euh, donc voilà, mais son départ a été très très conflictuel. Il nous avait, voilà, je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur Canal+ Montpellier Héros. Et voilà, si vous ne l'avez pas vu, je la conseille parce qu'elle est vraiment sympa. Et où on le voit à la fin de la saison dernière dire je suis le capitaine de Montpellier, je veux amener Montpellier en Coupe d'Europe, etc. Dans le nouveau C'est stade. mon club, c'est mon club. Et quelques semaines après, au revoir et merci. Bon, nous aussi, on avait eu la chance avec donc le site internet dont je fais partie, MHSC On Air, d'assister aux matchs amicaux qui étaient à huis clos au centre d'entraînement et de pouvoir faire un petit point presse avec d'autres médias à la fin de ces matchs amicaux. Et il y avait eu donc Andy Delors qui avait été interviewé après le coach. Et à une question posée, seras-tu à Montpellier cette saison? Il nous avait répondu oui avec un grand sourire, un clin d'œil. Oui, bien sûr. Enfin, il y avait vraiment ce message-là. Et puis derrière, il est vite parti comme un voleur et considéré à Montpellier comme un traître. Et voilà, c'est vrai que là, Nice, 1 an et demi seulement, il s'en va déjà, alors qu'il a bien augmenté son salaire par rapport à Montpellier, qui a un projet sportif, tout ça pour partir à Nantes. Bon, c'est très Mm. surprenant. Bah, c'est surtout que, bon, je vais pas dire qu'il était dans le pic de sa carrière, mais quand même l'année dernière, sans lui, on touche pas à l'Europe, c'est évident. Sa deuxième partie de saison, il enfile les buts enfin, comme des perles. Alors il a eu un coup de moins bien, je crois qu'en fin d'année dernière, où c'était vraiment compliqué, il mettait plus un pied devant l'autre. Euh, mais honnêtement, à l'OGC Nice, enfin, sportivement du moins, on n'a rien à lui reprocher, hein. Cette année, avant sa blessure, il arrivait quand même à mettre quelques buts, malgré le fait que collectivement on était naze. Donc, ouais, sportivement, là aussi, on perd un joueur qui. Ce qui me rassure, peut-être vous allez me donner votre avis, peut-être Bertigno, c'est que finalement, le joueur, s'il veut partir, bah, qu'il parte, quoi. Qu'il parte, même si sportivement ça fait mal. Si t'es plus inclus, si tu te sens plus inclus dans le projet, c'est ce que disait Ghisolfi en conférence de presse il y a 2 jours, c'est qu'on va pas garder des joueurs qui ne sont plus dans l'adhésion du projet. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Delors, Bertigno. Oui, c'est ça. Ça sert à rien de garder un joueur qui n'adhère plus à ton projet, qui a envie de partir. À part te mettre une épine dans le pied pour plusieurs mois, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un départ. Je pense qu'on saura le remplacer. On a des moyens. On a maintenant des gens compétents au club. Donc faisons leur confiance. Et puis je pense que voilà, on sera capable de le remplacer et que ça va très bien se passer pour la suite. Alors remplacé par quel type d'attaquant, Hugo? Euh, une suggestion Ah là, oui. pas de nom, je te demande pas de nom, mais peut-être un profil, un attaquant peut-être plus rapide, plus complet.
un peu plus fin techniquement, parce que Delors, malgré toutes les qualités qu'il possède, c'est vrai que pied-ballon, c'était un peu compliqué par moment. Euh, Ouais, c'est ça, un on est attaquant de plutôt profondeur en là-dessus, tous les ouais. cas. Ouais. Mm. Comme le voulait Lucien Favre depuis très longtemps, un attaquant de profondeur, à l'aise techniquement, qui est capable aussi de faire le pressing. C'est des profils qui sont compliqués, je trouve, à trouver en hiver, quoi. Donc, à moins que Gisolfi ait anticipé ça depuis quelques semaines et qu'il ait déjà des noms en tête, sinon ça va être très compliqué. Et comme il l'a dit, je crois que c'était pendant la conférence de présentation, s'ils n'arrivent pas à faire certains profils qui les intéressent vraiment pour cet hiver, ils les feront plutôt cet été. Donc, j'espère qu'on sera plus dans le cas où il arrive à finaliser son dossier cet hiver, parce qu'autant sur le Camario Limina, tu as du monde numériquement pour le remplacer, Hmm. autant finir la saison avec seulement Laborde devant, ça peut être compliqué, surtout qu'il n'est pas encore dans la forme de sa vie. Nono nous suggère Wai. Bah oui. Oui, pourquoi pas, ouais. On n'est pas vendeur. Qui ouais, jeune joueur qui a déjà de belles références Ouais. en Ligue 1, bon, totalement transparent comme une bonne partie de l'équipe hier soir, mais, mais une des rares éclaircies, Julien, d'une saison pour l'instant compliquée de Montpellier. Oui, Eli Wahi, c'est clairement la pépite de Montpellier. Je crois qu'il fait ses 20 ans ces jours-ci d'ailleurs. Il est déjà à 20 buts en Ligue 1, donc c'est-à-dire qu'en termes de statistiques, il est derrière Mbappé et il est devant Thierry Henry, Karim Benzema, David Trezeguet. En termes de stats, c'est vraiment fort. Il a fait ses débuts en équipe de France Espoir avec aussi un but. C'est un super joueur, mais quand il est trop esselé, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il a besoin d'avoir des joueurs proches. Et c'est clairement un joueur que, quand on le vendra, donc probablement cet été ou celui d'après, ce sera plutôt du 30 ou 40 millions parce qu'il y a vraiment un talent incroyable. C'est probablement au niveau jeune ouais, un des plus grands talents que j'ai vu à Montpellier avec du Belanda et du Cabella. Reparle-nous de Belanda, reparle-nous de Belanda. On va lâcher notre petite larme, toi, parce que nous aussi, nous avait bien régalé en 16-17. Ouais, clairement, là, tu nous l'as bien vendu, ouais, hein. Moi, j'achète, hein, je prends. C'est un jeune joueur, justement. Il paraît très mature aussi, je trouve, dans son jeu, dans l'attitude qui renvoie. On dirait qu'il a 100-150 matchs de championnat et c'est vrai qu'il a de très très bonnes qualités. Euh, Ça parle aussi Il est très convoité. Il très est très convoité. convoité. Il y a Ouais, Arsenal dessus. ouais, c'est C'est ça. un joueur qui a toujours eu des gros clubs sur lui, même quand il était gamin. Et ben là, il commence à être. Il a vraiment la cote en Angleterre. Il n'a pas l'air pressé, il est bien à Montpellier. Il s'est un petit peu foutu un coup de pied au cul parce qu'il s'est mis à travailler. C'était un joueur qui jouait beaucoup sur sur ses facilités, sur sa qualité devant le but, sur sa qualité de prise de balle et d'appui. Et il se met à travailler et on le ressent. On le ressent. Il y a plus de régularité et il progresse. Il a une marge de progression énorme. Messieurs, parenthèse, on va dire mercato terminé. On va parler du match. On est trois au moins à avoir le plaisir de pouvoir en parler. Euh, Quel match? Quelle première de Didier Digard? Même dans nos rêves les plus fous, on aurait du mal à imaginer ce qu'on a vécu hier soir par rapport aux derniers mois abominables qu'on a vécu. Une victoire 6 buts à 1, un match accompli, un match qui fait du bien. Voilà. C'est marrant parce que tout le long du match, j'ai pensé à oxygénation, oxygénation, oxygénation. Le terme vraiment de Ghisolfi, pour le coup, il était très, très, je trouve, très juste parce qu'on sent que cette équipe, hier, elle a tout simplement eu un nouveau souffle, un nouveau souffle, une nouvelle envie. Que dire? Choc psychologique? Est-ce qu'on peut déjà parler de choc psychologique, Hugo? Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Déjà, le changement tactique de repasser en 4-3-3 était quand même bien inspiré de la part de Digard, histoire de replacer Kefren Turam dans sa position préférentielle. Et on l'a vu avec et sans ballon, ça a fait une différence énorme. Aussi Pépé qui a retrouvé son poste d'ailier droit et qui avait tendance plutôt à être réaxé dans le 4-4-2 sous Favre, et une position où je le trouvais vraiment moyen.
Là, il était vraiment de sa position préférentielle, il l'a vraiment fait très, très mal. La connexion Thuram-Pepe a été très bonne aussi. Et après, ouais, sur le plan psychologique, je sais pas si les joueurs se sont sentis libérés, du départ de Favre ou si Didier Digard a vraiment eu des mots forts. Mais dans les courses, dans l'intensité, les appels, le mouvement et tout, ça n'avait rien à voir. Donc, il y a une partie de moi qui me dit: «Mais, pourquoi vous avez attendu, le départ de Favre pour, pour pas pour jouer comme ça, mais au moins pour dans l'attitude montrer ça, ce niveau de course, d'intensité?» Mais en tout cas, on prend et bravo à Digard parce que pour une première, je crois qu'à part, c'était Mitchell à l'OM, aucun coach avait vécu une première avec autant de buts. Hmm. On lui souhaite pas le même destin, mais en tout cas, c'est prometteur. On a réussi à placer dans cette émission Mitchell, ancien entraîneur de l'OM. Hein. C'est waouh, c'est quand même pas mal. On est précis. Ah ouais, non, mais effectivement, je crois même que c'était une victoire contre l'Estac 2-3 avec un but de Lassana Diarra. Voilà, c'est dire. Mais effectivement, alors c'est marrant ce que tu dis, Hugo, mais il y a beaucoup de personnes, enfin certaines personnes du moins sur Twitter, dont Bada, que je salue, qui disait en début de match, non mais attendez, c'est pas possible que avec les 15-20 premières minutes, on nous fasse croire à un choc psychologique. Même si sur le terrain, nous, on constate que ça va mieux, est-ce que clairement les joueurs étaient bridés sous Lucien Favre? Est-ce que ça ne matchait pas Bertigno, enfin, comment on peut expliquer qu'avec, c'est pas uniquement le changement tactique, on va pas me faire croire, parce que le 4-3-3, il y en a, j'ai lu que beaucoup trouvaient que c'était, voilà, il fallait le mettre, etc. Mais avant la trêve, on était en 4-3-3, Bertigno, avec le ballon. Ouais, ouais, mais c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup dans les intentions. Tactiquement, il y a pas énormément de choses qui ont évolué. C'était pas un plan de jeu très élaboré non plus. On est tombé aussi sur un Montpellier qui nous a quand même facilité la tâche, hein, on va pas se mentir non plus. Mais non, mais dans les intentions, c'est là que tout a changé. Dès que tu mets de l'intensité dans les courses, que tu fais les mouvements les uns pour les autres, les efforts, ça change beaucoup de choses. Et puis voilà, quand tu places ne serait-ce que juste Thuram au milieu un petit peu plus haut, ça apporte beaucoup, beaucoup de soutien offensif. Donc ça nous a fait du bien. Voilà, de mettre Pépé et Thuram dans les meilleures conditions, c'était la chose tactique qui a vraiment changé et qui nous a fait du bien. Et après, pour le reste, évidemment, des intentions, un vent de fraîcheur qui est arrivé. Oui, effectivement, tu parles de vent de fraîcheur. Au regard du match, alors effectivement, on peut sortir Thuram et Pépé, parce que Thuram a été tellement méconnaissable ces dernières semaines que ça fait plaisir en fait de le voir à ce niveau-là, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est plein de qualités, mais qui avait perdu totalement son football ces dernières semaines. Maintenant, collectivement, c'était quand même cohérent. Il n'y a pas eu d'erreur individuelle, il n'y a pas eu d'action concédée de manière bête. Le but qu'on encaisse, bon, c'est de la magie, c'est juste de la magie. Il n'y avait rien à faire, même pour le grand gardien qui est Kasper Schmeichel. Euh, j'ai été très sérieux en disant ça. Non, non, voilà. On peut s'autoriser de rigoler un peu là. On est sur la poursuite du bonheur là, concrètement. Là, je ne suis pas sorti de mon petit nuage. Je suis toujours confortablement installé dessus. Concrètement, Lotomba a fait un super match. Il y avait une cohérence et surtout, ouais, quelque chose qui, voilà, une équipe et de l'engagement. Alors là, je paraphrase vraiment les termes de Ghisolfi, mais l'engagement dans le projet, l'engagement sur le terrain. On en parlait juste avant le lancement du live avec Julien, justement. Et je disais, l'OGC Nice hier a provoqué 16 fautes. 16 fautes. Quasiment autant que Montpellier. Mais lorsque tu compares avec les autres matchs, on passait pas les 10 fautes. Hein. Alors, c'est peut-être très... J'extrapole peut-être un peu, mais à mon sens, c'est aussi un indicateur sur l'engagement global de l'équipe. Forcément, tu mets un peu plus le pied, tu provoques un peu plus, eh bien t'es présent dans les duels. Julien, il y avait, je suppose, de la crainte d'un réveil de l'OGC Nice. Tu disais aussi en off que tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avec Lucien Favre. Bon, on va pas refaire l'histoire ce soir, c'est pas l'idée.
Mais au l'OGC Nice hier soir était bien au-dessus de Montpellier. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que je comprenais pas l'échec du coach, d'autant plus qu'il a eu de bons résultats, que ce soit à Dortmund ou à Nice. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui avait un effectif. Voilà, il y a un bel effectif à Nice. La différence sur ce match par rapport aux autres de Nice, c'était vraiment sur l'engagement et l'envie. On a eu vraiment une équipe de Nice qui, notamment les 20 premières minutes sont vraiment, enfin les 20-30 premières minutes sont vraiment flagrantes où chaque fois qu'un joueur montpelliérain avait le ballon, eh bien, il avait un Niçois qui venait faire le pressing, où il y avait des courses, de l'engagement, où il y avait vraiment de l'envie en fait, il y avait l'envie de gagner, l'envie de vraiment faire le mieux possible du côté des Niçois. Et voilà, on a l'impression que dans les vestiaires, Digard les a bougés, les a motivés et leur a dit un petit peu, peu importe le match technique que vous faites, battez-vous. Et ils se sont battus et ils nous ont dominés, archi-dominés sur tous les plans de jeu. Alors, est-ce que par rapport aux dernières sorties de Montpellier, bon, Montpellier n'a pas été transcendant, mais tu situes le curseur où par rapport à leur dernier match? Parce qu'avant la... non, fin décembre, il y a eu une belle victoire à Lorient, qui est la seule, je crois d'ailleurs, du mandat pour l'instant de Romain Pitot. Il y a eu cette défaite contre l'Olympique de Marseille. Et là, cette lourde défaite hier soir. On est où dans les habitudes de performance de Montpellier par rapport à la prestation d'hier soir? On est vraiment sur le pire match de la saison, que ce soit au niveau technique, au niveau surtout de l'envie. Voilà, la différence, c'est que Nice a mis plus d'envie que d'habitude. Montpellier a mis moins d'envie que d'habitude. Donc, sur l'ensemble de la saison, c'est le pire match. Alors qu'on semblait revenir un petit peu mieux parce que, bon, on perd à Toulouse, on perd à Pau en Coupe de France, mais avec une équipe bis. On perd 2-1 sur un match qu'on domine sans être dangereux, mais voilà, pour à la réussite, c'est l'équipe bis. Bon, ok. On perd à la maison contre Marseille, mais on perd que 2-1. On ne fait pas un grand match, mais on n'est pas l'ultra dominé. On va gagner à Lorient le match d'avant. Donc on était mieux par rapport à la période avant Coupe du Monde. Et on est de toute façon une équipe qui est en plein doute depuis le début de la saison. On a certains joueurs qui sont hors de forme comme Kazri ou Mawassa. On a certains qui ont retrouvé la forme comme Savanier. Mais oui, sur l'ensemble, je trouve que Montpellier a fait un non-match. Nice a mis les ingrédients et forcément, c'est ce qui reflète le score. C'est un petit peu l'inverse qui s'était produit en début de saison. On était allé gagner 7-0 à Brest. Et sur un match un peu atypique, un peu dans le sens inverse, où on avait une équipe de Brest complètement amorphe, qui ratait tout, qui ne courait pas, qui ne gagnait pas de duel, et où pour nous, tout réussissait dans les duels, offensivement, etc. Et bien, c'est le sentiment inverse que j'ai eu hier soir. Voilà, d'une équipe qui ne s'est pas battue et d'une équipe de Nice qui a eu envie d'aller chercher une victoire et qui l'a eu. Alors, le match d'hier soir avait aussi la particularité d'être coaché par deux anciens joueurs de l'OGC Nice. Romain Pitot, donc, qui a pris le relais de Dalloglio, alors avant la trêve Coupe du Monde ou pendant la trêve Coupe du Monde. Avant la trêve, il a fait 4 matchs avant la trêve et 2 matchs, et du coup 3 matchs en comptant la Coupe de France après trêve. Alors pour l'instant, comment tu juges un peu ses premiers matchs à la tête de Montpellier? C'est la première fois qu'il est numéro un dans un club. Il était avant dans Mm. le staff. Joueur forcément très apprécié des supporters par rapport à son histoire et sa relation avec le club. Champion de France forcément en 2012. Euh, voilà, comment tu juges pour l'instant ses premiers pas avec Montpellier? Ben, c'est forcément compliqué, mais on se demande est-ce que notre coach ferait mieux.
Pito, il est au club donc depuis qu'il était arrivé. Alors, je crois que c'est 2 ou 3 ans avant le titre champion de France. Donc, il a fait toute cette période-là avec René Girard comme coach. Après, il est passé dans le staff, il a passé ses diplômes, donc il a été entraîneur de la réserve avant de passer avec Dalloglio sur un poste d'adjoint en charge d'accompagner les jeunes. Donc, il suivait un peu sur de l'individualité les jeunes joueurs qui passaient de la réserve au groupe pro pour les accompagner. C'était un poste plutôt intéressant qui avait été créé. Et donc Dalloglio a été viré, je pense plutôt pour des raisons budgétaires du côté de Montpellier, on a choisi une solution en interne pour limiter les coûts et ne pas aller chercher un autre coach. Il a avec lui un groupe qui est dans le doute, un groupe qui était physiquement complètement à la rue. On a eu un préparateur physique à Montpellier qui a fait une prépa une prépa estivale, une ancienne prépa hivernale catastrophique. On a plusieurs joueurs qui sont venus cet été avec des kilos en trop. Il y avait Mawassa, il y avait Savanier, il y avait Kazri, voilà, il y avait plusieurs joueurs qui étaient vraiment complètement hors de forme. Et ça se ressent. Ça se ressent. On voit que Savanier revient bien. Il a été très bon contre l'Orient. Il a été bon contre Sauver le Marseille. soldat Savanier. Hein. Sauver le soldat Savanier de ce bourbier, non Ouais, ouais. Ben, on espère surtout que c'est les autres qui vont se mettre à Au son diapason. niveau. Ouais, au diapason. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce qu'on a quand même un bon effectif avec des Jordan Ferry, avec des Eli Wahi, des TJ Savanier. On a quelques jeunes prometteurs aussi. Mais on est en plein doute. Les joueurs douteux ont perdu beaucoup de matchs et c'est compliqué. Alors, il faut serrer les dents, il faut espérer, il faut gagner Nantes. Là, il y a 2 matchs très importants qui arrivent. Nantes à la maison, Auxerre là-bas. Il faut prendre 6 points et avec 6 points, on s'éloignera de la zone de relégation. C'est une saison très compliquée qui arrive l'année où il y a 4 descentes, donc on souffre. On souffre Alors de. Flo nous demande, ils veulent pas un échange Schneiderlin-Savanier. Je pense que ça se refuse pas, ça, Julien. Non, peut-être Bertigno sur Montpellier. Toi, cette saison, c'est quand même particulier. 4 descentes, on le sait. Voilà, la charrette va être un peu plus lourde cette année. Honnêtement, hier soir, ça pose question quand même. Hein. La performance de l'OGC Nice, elle est très complète, elle est très solide. Mais c'est vrai que l'adversité, notamment en deuxième mi-temps, ça a complètement lâché. Tu les vois où en fin de saison si voilà, tu sors ta boule de cristal, tu les vois où en fin de saison, Bertigno? C'est compliqué parce que, bon, je sais pas, je connais pas les moyens qu'ils ont au mercato et ce qu'ils veulent faire aussi cet hiver pour se renforcer. Peut-être Julien, tu pourras nous éclairer là-dessus. Mais moi, je les vois ouais, autour de la 15e et ça va être chaud jusqu'au bout parce que tu as des joueurs qui sont perdus. Je pense à Mavi Didic qui est fantomatique. Tu as la défense centrale qui est pas rassurante du tout non plus. Et au milieu de terrain, hier, c'était le jeune Leroy qui était là. C'est un peu difficile pour lui de s'imposer au milieu. Et j'avais une question aussi, pourquoi il n'y avait pas Chotard qui était sur le terrain? Ouais. Euh, je trouve que c'est un très bon joueur à Montpellier. J'étais étonné qu'il soit pas dans le 11 de départ, quoi. Eh bien, le changement de coach a eu deux victimes. C'est Joris Chotard, auquel il préfère du coup le roi, et Nicolas Cosa aussi, qui fait les frais d'un embouteillage au niveau des axiaux gauche. Donc, Koza, c'est aussi peut-être contractuellement aussi. Hein, il souhaite pas prolonger de ce qui a pu se dire hier soir sur Prime. Est-ce que c'est pas aussi dans cette idée-là de bah écoute, tu veux pas prolonger chez nous, on va pas t'aligner sur les 6 prochains mois, autant qu'on développe peut-être d'autres joueurs. alors, Nicolas Cosa, c'est un vrai enfant du club. Son grand-père était le premier capitaine de Montpellier. Et c'est quelqu'un qui, sur les derniers échos que l'on a eus sur les précédents mois, voulait rester, voulait jouer à Montpellier.
Il a changé d'agent, si j'ai bien compris. Je pense que l'agent est peut-être un peu gourmand et que peut-être que l'agent cherche aussi Mm. à se faire de l'argent sur un transfert. C'est un très bon joueur. Pour moi, ça devrait être un titulaire parce qu'en plus, il a la mentalité paillade. Et pour moi, Christopher Julien n'apporte pas de garantie. Oh, le crochet de Barclay qui prend là. Alors Barclay, c'est pas très rapide, mais sur le premier C'est but, hallucinant. oh la vache, c'est Il est Ouais. dépassé. ouais, complètement dépassé, hein. Honnêtement, Barclay, il est pas en plus dans une zone, on va dire, habituelle pour lui. Honnêtement, ouais, assez saisissante cette action où c'est lent en fait. Il se fait dépasser alors qu'il n'y a pas il y a pas de surprise, il y a pas d'imprévu. C'est bon. Ouais, puis même sur les appels de la board, tu le vois qu'il n'arrive pas à suivre, il se fait emmener. C'est compliqué pour lui, hein. On est loin du joueur qu'on a connu avant. On a l'impression du côté de Montpellier que c'était un panic buy. On a une défense qui prend l'eau, on prend un joueur en plus. On est allé chercher Christopher Julien. Alors, il s'impose de la tête, il s'impose physiquement. La relance est catastrophique et dans le 1 contre 1, c'est dommage. Et on a un vrai problème dans l'axe, c'est-à-dire qu'on a 5 axiaux. On a Pedro Mendes, mais qui peine à revenir depuis son opération des croisés. Mamadou Sakho, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On a le jeune Maxime Estève, qui évidemment a été en difficulté hier comme toute l'équipe, mais qui est quand même un joueur assez promoteur. Christopher Julien et Nicolas Cosa. Alors, c'est vrai que beaucoup de supporters aimeraient associer Nicolas Cosa avec Maxime Estève, mais c'est deux axiaux gauche et apparemment, ce n'est pas dans les plans de Romain Pitot. Donc, voilà, c'est dommage pour Nicolas Cosa. Est-ce qu'il est sur le banc justement parce que la négociation est un peu compliquée sur la prolongation? C'est possible. En tout cas, sportivement, il aurait largement sa place dans l'axe. Et donc pour jouer Chotard, ouais, c'est un petit peu surprenant. Mais voilà, c'est un choix du coach, hein, c'est un choix tout simplement de Pitot qui ne convainc pas, pareil, les supporters parce qu'en plus, Joël Chotard a une super mentalité et c'est un mec qui donne tout sur le terrain. Voilà, qui réussit pas tout, mais qui va essayer, qui va tout donner. Et on l'a vu hier, hein, hier, il nous fallait des guerriers. Ben, on a mis Nicolas Cosa sur le banc, on a mis Joris Chotard sur le banc. On n'a pas fait jouer le jeune Fayad, qui est quand même assez prometteur. Et on vient de prêter Sacha Delaye au Puy. Bon, il y a des Où choix qui ça? sont un peu incompréhensibles. Où ça? Je connais pas ce club. Le Puy du Fou. Oui. Ouais, voilà, le Puy du Désolé, Fou. désolé. Ouais, ouais, non, non, non. Non, j'ai entendu le Je nom d'un souffre assez club là, ça aujourd'hui, m'a. chacun son tour. Ouais, ouais, ça m'a fait saigner les tympans là. Hugo, peut-être juste un mot sur la situation de Montpellier en particulier ou une question à Julien. Non, non, mais tout a été dit. Mais je pense que ouais, Montpellier, ça sous-performe clairement comparé à quand on regarde l'effectif, quoi. Parce que il y a quand même au niveau, en tout cas au niveau offensif, il y a quand même du beau monde, même sur le banc. Il y a, enfin, du beau monde. Il y a quand même Valère Germain remplaçant. T'as Nordin qui est rentré aussi hier. C'est pas des joueurs incroyables, mais ça vaut largement plus que le classement actuel de Montpellier. Et ouais, ce qui fait peur à Montpellier depuis des années, c'est surtout la défense. Ouais, là, je compatis parce que c'est entre les Falaï Sako, Mamadou Sakho, les Christopher Julien, ça a l'air compliqué quand même. On ferait bien sortir de la retraite Vittorino Hilton, Ah, Non, non, qui est ouais. encore affûté, c'est hallucinant. Il est toujours au club Il passe Enfin, ses diplômes. il passe ses diplômes. D'accord, ok. Ouais. Messieurs, on a parlé de Montpellier, on s'est pas assez attardé sur la performance de l'OGC Nice à mon goût. Que retenir de cette performance? On a parlé de l'engagement, on a parlé de la détermination. On a vu aussi beaucoup de centres. Alors, j'ai pas les stats à l'appui, mais surtout en première mi-temps, ça faisait beaucoup du droite-gauche, beaucoup de transversales. On sait que Dante aime beaucoup cette transversale croisée en fait sur le côté droit. Euh, il y avait une forme d'insouciance, de spontanéité, de fraîcheur dans cette équipe.
qui laisse peut-être bah, du positivisme pour la suite. Euh, un mot peut-être sur Thuram, Bertigno, qui peut-être on peut facilement se dire que c'est l'homme du match. Tu dirais que c'est l'homme du match, Bertigno, Thuram? Je pense, hein, globalement, match très complet. J'ai pas souvenir qu'il ait perdu un ballon, des différences balles au pied, comme on avait l'habitude l'année dernière, mais là, ça fait vraiment du bien. Sur le premier but, il emmène toute la défense avant de décaler Pépé, donc vraiment un top match de sa part. C'est ce qu'on attend de lui. On connaît ses qualités depuis longtemps et ça avait un peu disparu. Et voilà, là, c'était vraiment masterclass de Thuram, positionné comme il aime, libre et offensif, et il a fait rayonner le jeu niçois par ses percées. Hugo, ça parle de Lotomba. Alors, c'est vrai que Lotomba a fait un match solide. Est-ce qu'il y a une performance ou quelque chose, toi, qui t'a interpellé dans le bon sens ou dans le mauvais sens hier soir? Bah, dans la continuité, Hicham Boudaoui aussi, qui même s'il a joué que 40 minutes, a fait 40 minutes de très grande qualité. Bah, non seulement, même dans cette position numéro 6, il permet toujours d'être le point d'équilibre et de permettre à Thuram de se projeter sans se soucier des tâches défensives. Donc dans ce rôle-là, il est important. Dans l'agressivité, à la récupération, je crois que sur le premier but, ça part d'une balle qu'il récupère avec Todibo. Il y a une occasion aussi où il récupère le ballon très haut, où il lance Pépé sur une petite louche et Pépé est proche de marquer. Donc 40 minutes de très grande qualité qui confirme que bah, si les blessures le laissent tranquille, et il faut espérer, Hmm. le remplaçant de Lemina, il est tout trouvé dans cette position de numéro 6 devant la défense avec Boudaoui. Et sinon, j'aimerais aussi mentionner le coaching de Didier Digard, qui était aussi là, pour le coup, une vraie plus-value par rapport à Lucien Favre. C'est-à-dire qu'à l'heure de jeu, on mène 3-0. Il n'hésite pas, triple changement. Il relance Delors, il lance Buonanni qui aurait dû être lancé depuis bien, bien longtemps en Ligue 1, qui est décisif, qui est une passe décisive, je crois. Après, aussi Barclay qui met un doublé, donc coaching gagnant, même si à ce moment-là du match, Montpellier avait clairement baissé les armes. Donc oui, je retiendrai Boudaoui et le coaching de Digard très proactif En et gestion. très, très intéressant pour la suite. Ouais. En gestion, je te rejoins totalement par rapport au coaching. Waouh! Triple changement 66e, c'est là que je me suis dit, ok, il y a, il y a du changement, c'est vrai. La gestion aussi du cas Boudaoui, alors on a un peu serré les fesses avant de s'apercevoir que finalement il n'était pas blessé. Bertino, Hugo parlait de Boudaoui en numéro 6. Alors je vais te chercher là-dessus parce qu'on en a parlé un peu avant le match. Finalement, Boudaoui a joué numéro 6, comme quoi. Parce que c'était Aaron Ramsey aussi qui était aligné au milieu de terrain, alors qui a été peut-être l'un des joueurs les moins rayonnants. On sentait que physiquement c'était un peu compliqué aussi. Mais est-ce que pour toi, concrètement, aujourd'hui, Hicham Boudaoui est le remplaçant attitré de Mario Lemina à ce poste-là, si on imagine que ce milieu de terrain avec une pointe basse va être poursuivi dans le temps? Oui, bah, totalement, parce que au final, bon, tu as Pablo Rosario, qui peut jouer en 6 mais bon, qui t'apporte moins de garanties techniques. Tu as Beka Beka aussi qui peut avoir ce rôle-là, mais qui a aussi beaucoup de déchets techniques dans ses transmissions. Au final, Boudaoui, c'est le joueur qui te permet d'être équilibré. Défensivement, il est présent. Dans son jeu de passe, c'est toujours très propre, hein. Techniquement, il trouve facilement les décalages. Il y a aucun souci. Et quel joueur, quoi. Le mec peut jouer 6, 8, ailier droit, milieu droit. Enfin, c'est le couteau suisse de l'OGC Nice. Et je pense que voilà, là en 6, il peut rayonner. Mais j'ai aucun doute que Digard, dans tous les cas, il sait comment l'utiliser et ça va bien se passer. Est-ce que ce serait pas du gâchis, Hugo, de se dire que Boudaoui, un cran plus bas, on pourrait pas justement profiter de son apport, de ses courses et de son apport tout simplement entre les lignes, de sa percussion. On a vu qu'il pouvait aussi s'épanouir un cran plus haut. Bah, c'est sûr que moi, dans l'idéal, le milieu rêvé, c'était Lemina en 6 avec Boudaoui et Thuram dans le poste de relayeur. Mais comme Bertino l'a dit, Boudaoui, il est tellement bon partout, il est tellement polyvalent et il a tellement d'activités qu'il peut avoir en même temps la position du numéro 6 récupérateur que du numéro 8 qui fait jouer, qui se positionne entre les lignes.
il a tellement d'activité que même quand il jouait à droite, ailier droit, il rentrait dans l'axe, il pouvait avoir la position hybride. Donc je pense pas que c'est du gâchis, même si on aurait bien aimé voir ce milieu à 3 avec Lemina et ça pourra permettre pourquoi pas de voir aussi Ross Barkley qui a l'air quand même de bien enchaîner les matchs au poste de relayeur. J'aurais d'ailleurs pensé qu'il aurait débuté plutôt qu'Aaron Ramsey qui avait pas trop de rythme et qui, comme tu l'as dit, a fait un match plutôt, entre guillemets «moyen». Oui, ou de relancer BKBK. Donc là, on a plusieurs solutions, donc ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire dans les mois à venir. Effectivement, beaucoup de solutions au milieu de terrain. Les latéraux, imaginez que d'ici quelques jours, on arrive à dégoter un Ait Nouri à gauche. Tu te dis que tu as Ait Nouri ou un autre joueur, hein, tu te dis que tu as enfin un top latéral gauche. Beaucoup de respect pour Melvin Barr, pour le joueur qu'il est, hein. C'est encore un jeune joueur qui tend à progresser. Je pense qu'il a des qualités certaines. Mais aujourd'hui, à mon sens, il a atteint une certaine limite dans la performance. Il peut des fois être on va dire, j'ai pas le terme, mais pas être en surchauffe, on va dire. C'est-à-dire peut-être au-delà de ce qu'il est capable de faire de manière générale. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, avec ce mercato hivernal qui se profile, il y a, euh, il y a des perspectives aussi hyper intéressantes avec des améliorations qu'on attend, notamment à ces postes de latéraux. Est-ce qu'on doit vraiment parler de la défense centrale? Bon, comme à son habitude, Todibo a encore été vra- Impassable. vraiment. Tu lui mettais même Olivier Giroud 2012, je pense, ça passait pas, Todibo, hein, hier soir. Incroyable, au moment il nous a fait une remontée de balle à la Lucio pour les plus anciens. Mais c'était assez incroyable. Euh, Julien, est-ce que il y a peut-être un sujet que tu souhaites, quelque chose que tu as constaté par rapport à ton équipe ou par rapport au match qu'on n'a pas encore évoqué, que tu souhaites mettre sur la table là. Bah, je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit et sur le match de Thuram, qui est vraiment c'est le détonateur du début de match et de première mi-temps. Il s'est imposé physiquement, techniquement. Il a fait de sacrées courses et je crois, pour moi, ça a été le meilleur joueur du match, Thuram. Et puis après ouais, on voit il y a des solutions à Nice. Il y a des solutions sur le banc de touche. Quand on vous parlait de l'équilibre du milieu de terrain, mais quand on voit que vous pouvez faire rentrer Rosario, Barclay, BKBK, bon, on a l'impression que les postes sont quasiment tous doublés, donc ça peut être positif pour Nice pour la suite de la saison voilà, de compter sur un effectif assez pléthorique et de pouvoir viser mieux que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Nono nous dit sur le chat, si Barclay poursuit sa montée en puissance et reprend son niveau, il peut devenir un des hommes de base du nouveau projet. Alors, peut-être pas un homme de base du nouveau projet, quoique, mais par contre, force est de constater que depuis le retour, on va dire la fin de la Coupe du Monde, il l'avait annoncé en conférence de presse, il a dit qu'il voulait marquer plus de buts, c'est chose faite. Un doublé hier soir en sortant du banc, un but contre Rennes, un beau but aussi. Rose Barclay, messieurs, clairement une option intéressante. Polyvalent aussi, peut jouer derrière l'attaquant, peut jouer sur un côté, mais on va dire en meneur de jeu excentré. Un cran plus bas aussi au milieu de terrain. Hugo, toi, ton convaincu par Rose Barclay ou attends de voir encore un peu? Oui, il faut attendre de voir s'il confirme, mais effectivement, la trêve lui a fait du bien parce que sur les premiers matchs, la première partie de saison, ça se sentait qu'il avait pas de rythme. Physiquement, il était un peu pâteau, c'était compliqué. Même si on voyait déjà que la qualité technique, il l'avait. On pense notamment à son premier match contre Ajaccio. Mais oui, après, de là à en faire un homme de base, j'espère pas, parce que je pense quand même qu'on peut viser mieux. Il est quand même, même si ça va mieux, il est quand même un peu sur le déclin. Mais sur sa deuxième partie de saison, je pense qu'il peut rendre de fiers services. Comme tu l'as dit, il est polyvalent. On l'a vu jouer un petit peu sur le côté dans l'interligne. Il peut jouer relayeur, il peut jouer numéro 10. Sa qualité de frappe qui peut être un atout aussi, parce qu'on tente peu de frappes de loin. Lui, il a cette arme-là en plus.
la qualité technique, la qualité de passe. Donc oui, en sortie de banc ou même titulaire dans ce poste de relayeur droit, ça peut le faire jusqu'à la fin de saison. Ouais. Bertigno, un joueur, on va dire, si on parlait en langage basket, le sixième homme, quoi. Le joueur qui peut éventuellement te débloquer une situation. Et surtout, moi, ce que j'apprécie chez lui, alors ça s'est pas forcément vu hier soir, mais c'est un registre qu'on n'utilise pas suffisamment pour moi, c'est le tir de loin. Et on a vu que contre Rennes notamment, pied gauche, pied droit, 20-25 mètres, ça peut envoyer, il peut débloquer des situations avec cette capacité-là. Ouais, clairement, comme l'a dit Hugo, il monte en puissance physiquement, donc ça se ressent sur son jeu. Et on va dire une bonne surprise parce qu'on n'attendait pas grand-chose de lui quand il est arrivé. Et là, il commence à se montrer décisif. Et comme tu dis, voilà, la frappe de loin, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Et ça, c'est un atout qu'on n'avait pas actuellement, pas une possibilité. Donc c'est un profil intéressant. Et je pense que voilà, il va peut-être pas s'inscrire dans le projet sur le long terme, mais c'est une option intéressante et toujours positive pour Nice aujourd'hui. Et puis on voit aussi qu'il n'est pas dans les rumeurs de transfert pour Non. éventuellement un départ, tout comme Aaron Ramsey, même si la situation a été un peu, on va dire, ambiguë par rapport à son retour de la Coupe du Monde. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à son investissement dans le projet. À voir dans les semaines suivantes. Messieurs, est-ce qu'avant de clôturer, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, voilà, un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué ce soir? Sinon, on referme tranquillement ce numéro et on va manger, me concernant. Me concernant aussi. Voilà. Pareil, Non, tout est bon. moi j'avais un petit sujet sur le plan tactique que j'ai aimé. C'est que enfin on s'est mis à jouer haut avec des intentions vraiment offensives et des projections dans la surface. Et deuxième chose sur le plan tactique, c'est que sous Favre, à la perte du ballon, on avait tendance à reculer et à se mettre en bloc bas. Et là, j'ai vu que à la perte de balle, on défendait en avançant, en chassant le porteur. Et vraiment, ça fait une grande différence dans ce match. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et dimanche contre Reims qui est invaincu. Donc c'est là qu'on va voir ce qu'on a dans le ventre aussi, sans faire offense à Montpellier. Mais là, on va jouer un adversaire qui est plus en forme. Tout à fait, un adversaire qui depuis l'intronisation de son nouveau coach est sur une série de 5 victoires et 4 matchs nuls pour 0 défaite, si je ne dis pas de bêtises. On est sur quelque chose d'extrêmement positif pour le nouveau coach. Un grand merci à tous les trois pour votre venue dans cette émission. On en redemande de ce genre de match, de débriefer du football, beaucoup de buts, beaucoup de plaisir. On souhaite quand même au Montpellier Hérault Sporting Club, Julien, de rester en Ligue 1. Bon, moi je pronostique une 12e, 13e place. Voilà, avec l'effectif que vous avez actuellement, ça me semble quand même extrêmement peu probable que vous terminiez en Ligue 2. Maintenant, on verra. Un grand merci à tous les trois, messieurs. On se retrouve, nous, dès ce dimanche à 17h, à la suite du match de Reims, qui aura lieu donc dimanche à 15h. Dans la foulée, un débrief chaud. Le dernier en date, c'était le match du Puy. Voilà, j'en dirai pas plus par rapport à ça. Merci aussi aux personnes qui ont été présentes sur le chat. Un grand merci Julien pour ta venue. Peut-être un petit mot sur le média dont tu as parlé, MHSC Honor, je vais y arriver. MHSC Honor. Oui, voilà, donc MHSC en air, donc on couvre l'actualité du Montpellier Hérault Sport Club, que ce soit sur les pros, sur les féminines, sur la réserve, sur les jeunes. Voilà, donc on est présent sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Tout à fait. Avant de vous quitter, Hugo Bertigno, pronostic Reims-Nice. Allez, 2-1 pour Nice avec, avec un but de la board cette fois. Allez, au moins un. Moi, je suis un peu moins confiant parce que l'effet post-grosse victoire, généralement, c'est compliqué. Et qu'en plus, Reims en bonne forme. Un petit match nul, un partout, 2-2. Même si j'espère évidemment qu'on va continuer sur notre lancée. Vous rappelez-vous de ce match absolument immonde, premier match de URCA à Reims, Ah, Urca, brouillard ce brouillard. 0-0, Voilà. immonde.
Eh bien, je vais partir pour un 0-0. Bon point à Reims de mon côté. Bien, un grand merci à tous les trois. Bonne soirée à vous et on se dit à dimanche. Et d'ici là, Issa Nissa. Bonne soirée. Salut.